Valéry Giscard d'Estaing, 2 Français sur 3. Livre publié en 1984 et à nouveau en 1985 dans le livre de poche. Nous écoutons le début de la préface inédite de 1985. La chance libérale. Aujourd'hui, au moment de présenter mon livre 2 Français sur 3 dans l'édition de poche, mon éditeur suggère que je le fasse précéder d'une préface importante. Et moi je pense à une préface qui pourrait être utile à cette échéance du printemps de 1986, où la France va reprendre toutes ses cartes dans sa main, même si on en a biseauté quelques-unes, compter celles qui lui restent et décider du jeu qu'elle va jouer. Beaucoup d'entre vous attendent cette échéance avec une impatience qui leur fait mal. Ceux qui n'ont pas voulu de l'expérience actuelle et qui en subissent malgré eux les effets néfastes. Ceux qui l'ont souhaité et qui sont déçus par ses résultats. Et ceux qui entrent chaque année dans l'existence active ou malheureusement passive et qui voudraient pouvoir vivre autrement. Essayons de transformer cette force d'impatience en ressort du succès pour le lendemain. Tout se prépare à l'avance. Pendant que le ciel de la nuit reste sombre, le soleil poursuit son mouvement au-dessous de l'horizon. Rien ne s'aperçoit, pas la moindre lueur, et pourtant il chemine jusqu'à ce qu'il jaillisse, qu'il éclaire et qu'il réchauffe. Et le sommeil de tous les jours, le fait de participer à l'action d'un pays en progrès, inventif, enthousiaste, rajeuni, plutôt que de subir comme aujourd'hui le cours chaotique et déprimant d'événements qui cherchent dans les tourbillons à rejoindre le fil de l'eau. Ne confondons pas cette chance avec l'évocation un peu grandiloquente du choix de société, qui a contribué à la mystification de l'opinion. L'État, sauf s'il est totalitaire, n'a pas à prendre en charge les choix de société. Ceux-ci sont sécrétés, dessinés par la vie de la société elle-même. Ce que nous pouvons attendre de 1986, c'est surtout un changement d'attitude, passer d'une attitude et de moyens de gouvernement qui accroissent le poids et les contraintes des structures collectives, à une attitude et des moyens de gouvernement qui dégagent et libèrent l'individu, qui élargissent sa sphère de vie et ses possibilités créatrices. Passer de la respiration artificielle, où l'on contraint et conduit le jeu des poumons, à la respiration libre, ouverte sur le grand air. Pour la première fois depuis la dernière guerre, la France sera en état de choisir la modernité et prête, si elle le veut, à en franchir le seuil. Je ne reviendrai pas sur le passé. J'y ai consacré les premières pages de ce livre. Il me semble que ce passé glisse désormais sur l'autre versant, sans utilité pratique pour ce qu'il y a à faire désormais, et qu'il va aller chercher sa place dans le jugement de l'histoire, pour le peu que notre temps sans mémoire lui prêtera d'attention. Mais je rappellerai d'une phrase le fait que notre pays va disposer enfin de sa pleine liberté de choix. Dégager des tâches de la reconstruction et de la décolonisation qui l'ont accaparé pendant les 20 premières années de l'après-guerre, puis des 2 crises pétrolières mondiales qui ont occupé la dernière décennie, et enfin de la seule expérience socialiste en vraie grandeur qu'il ait vécue depuis un demi-siècle, il se trouve maintenant en position de libre décision. Il peut, sans subir la contrainte d'une idéologie harcelante, ni la pression d'événements extérieurs qui entraînent inévitablement des réactions centralisées et puissantes, opter pour la modernité libérale. Je pressens d'ailleurs qu'il va le faire. On en aperçoit, ici et là, les signes annonciateurs, les évolutions significatives.
Mais le chemin est encore encombré de beaucoup d'obstacles. Préjugés venus d'un autre âge, confusion des débats politiciens, jeux personnels. Comment pouvons-nous faciliter ce cheminement jusqu'au franchissement final du seuil? Le paysage. Le plus grand événement qui se soit produit en 1984 est le départ des ministres communistes du gouvernement. Comme on l'a vérifié au moment du vote du budget, puis au cours du 25e congrès du Parti communiste, il consacre en fait la rupture de l'union de la gauche. La gauche est arrivée au pouvoir à la suite de la décision prise en 1964, il y a 20 ans, par François Mitterrand, de conclure un accord avec le Parti communiste. L'histoire politique a été dominée depuis cette date par l'existence de cet accord. Quand il a mal fonctionné, comme en 1978, où j'ai appelé les électeurs à faire le bon choix pour la France, la majorité libérale l'a emporté. Quand il a bien fonctionné, du fait des dirigeants ou des électeurs, comme en mai et en juin 1981, le programme commun a gagné. Désormais, les cartes vont être redistribuées pour longtemps. La stratégie des socialistes pour garder ou reconquérir le pouvoir ne pourra plus s'appuyer sur une alliance étroite avec les communistes. S'ils recherchent cette alliance, ils devront renier leur réalisme récent et souscrire à un nouveau programme idéologique qui fera fuir leurs électeurs échaudés. Et sans cette alliance, ils n'ont aucun espoir d'être à eux seuls majoritaires. La rupture entre les communistes et les socialistes, qu'il faut appeler ainsi puisqu'elle a été décidée par les dirigeants communistes, s'inscrit dans la continuité du déclin de ce parti. J'avais annoncé qu'on le verrait descendre à 15% du corps électoral à la fin de mon septennat. Cette évolution n'est pas due au hasard ou seulement à des erreurs tactiques, mais à des causes profondes et permanentes. L'élévation continue du niveau de vie et du niveau d'éducation de la population, l'échec visible des économies socialistes face à la crise, la mise en cause des droits politiques et syndicaux dans les pays socialistes, particulièrement dans une Pologne que les Français considèrent comme proche de leur mode de vie et de leurs croyances, enfin l'attitude rigide et autoritaire d'un parti marxiste qui entend conserver une vue immobile de la société et du monde, alors que chacun perçoit qu'ils sont en plein mouvement. Fin du type d'alliance entre les communistes et les socialistes qui les a amenés ensemble au pouvoir. Poursuite du déclin historique du Parti communiste en France. Deux traits nouveaux qui vont marquer en profondeur la succession des prochains événements. Il s'y ajoute le fait que la France est entrée dans l'expérience socialiste au moment même où le message marxiste se disloquait dans les sociétés industrielles. Les idéologues ont senti la banquise craquer sous leurs pieds. Rien ne pourra plus être comme avant. La situation que nous vivons actuellement est en effet caractérisée par deux données. Un gouvernement socialiste homogène, s'appuyant sur une majorité absolue socialiste à l'Assemblée nationale. Elle n'a aucune chance de se reproduire dans les années à venir. Ce changement des données, au fur et à mesure qu'il sera davantage perçu, va faire ressentir ses effets en posant de nouveaux problèmes aux dirigeants socialistes, notamment ceux de la jeune génération, dont les ambitions ont été éveillées et mûries par la découverte d'un pouvoir dont ils ne souhaiteront pas s'éloigner pour 20 ans. Le second événement des années 80 est l'échec du socialisme vécu au quotidien. Pour l'élu local, cet échec est plus visible et plus émouvant qu'il n'est perçu dans la capitale. On le mesure dans les permanences tenues dans les mairies, où les visiteurs sont pratiquement tous à la recherche d'un emploi. Venus isolément ou dans le petit groupe familial des parents et des enfants, dont les difficultés ont resserré la solidarité,
Ils vous scrutent du regard pour savoir si vous serez capable de faire quelque chose pour eux. Et, à l'instant de partir, dans les quelques secondes où ils s'interrogent sur l'utilité de leur démarche, et pour savoir s'ils ont le droit d'emporter avec eux un brin de réconfort et d'espoir, beaucoup vous demandent, dans une pulsion instinctive, « Est-ce que ça va durer encore longtemps ?» Sur la toile de fond des mutations industrielles aux données bien décrites par les économistes, la gestion improvisée et imprudente des premières années socialistes a développé le jeu du chômage et fait réapparaître la pauvreté. La meurtrissure que les gens ressentent est d'autant plus profonde qu'on leur avait fait espérer tout autre chose. Pour mieux la comprendre, on peut rapprocher cette déception de la vie d'un couple. Si l'on pardonne à la rigueur une promesse faite imprudemment et mal tenue, on pardonne beaucoup plus difficilement une promesse faite sciemment, préparée de loin et calculée pour vous tromper. Le socialisme, ça ne marche pas. Mais si l'expérience socialiste a engendré la déception, son tort le plus grave aura été de blesser l'être dans la partie sensible et vulnérable où il abrite sa générosité et ses espoirs.